depuis des siècles, les hommes fixent à la surface sombre d'un lac écossais et se demandent si quelque chose vit là-dessous, quelque chose qui, en théorie, ne devrait pas exister. Le Loch Ness est bien plus qu'une simple étendue d'eau nichée entre des collines. C'est un endroit où le brouillard flotte comme un rideau au-dessus de la surface, où les vagues semblent soudain prendre des formes étranges et où chaque ombre peut, pendant un instant, ressembler à un dos, un cou ou une tête surgissant des profondeurs. Et c'est précisément pour cette raison que cette histoire n'a jamais disparu. Car la véritable question n'a jamais été « le monstre du Loch Ness existe-t-il vraiment ?» La question bien plus fascinante est la suivante. Qu'ont réellement vu les gens pendant toutes ces années? Depuis près de 90 ans, le monde poursuit une idée, des photographies floues, d'étranges signaux sonars, des documentaires télévisés accompagnés d'une musique dramatique, de longs coups, des eaux obscures, des témoins bouleversés. Tout semblait indiquer qu'une créature ancestrale se cachait dans les profondeurs. Mais peut-être que, depuis le début, le plus grand mystère n'était pas ce qui se trouvait dans l'eau, mais la question que nous avons choisi de lui poser. Aujourd'hui, des chercheurs utilisent des caméras infrarouges, des drones thermiques et des microphones sous-marins à la recherche du moindre indice. Ils écoutent les sons, analysent la surface, suivent les mouvements et déploient les technologies les plus modernes sur un mythe plus ancien que presque toutes les légendes contemporaines. Pendant 2 jours, tout est mis en œuvre pour retrouver le monstre lacustre le plus célèbre du monde. Mais pendant ce temps, à plusieurs milliers de kilomètres de là, un scientifique a choisi une approche totalement différente. Il n'a pas cherché un monstre. Il a demandé directement à l'eau, ce qui vivait en son sein, 250 échantillons d'eau, une analyse ADN et un résultat qui paraît presque décevant au premier regard, jusqu'au moment où l'on réalise à quel point il est étrange, car ce que le Loch Ness abrite réellement n'est peut-être ni un dinosaure, ni un reptile préhistorique, ni même un monstre au sens classique du terme. Pourtant, cela pourrait être quelque chose qui, à une telle taille, ne devrait tout simplement pas exister. Avant de plonger plus profondément dans cette histoire, si tu apprécies les récits où les légendes, la science et les véritables mystères se rencontrent, abonne-toi dès maintenant et reste jusqu'à la fin, car la réponse n'est pas simplement tout était inventé, elle est bien plus étrange que cela. Ce que de nombreux documentaires consacrés à Nessie expliquent rarement, c'est que le Loch Ness n'est pas un lac ordinaire. Il s'agit de l'un des plus grands lacs d'eau douce d'Écosse. Il mesure environ 37 km de long et atteint par endroits une profondeur de 230 mètres. Là-dessous, la lumière du soleil n'existe pratiquement plus. L'eau est teintée d'un brun sombre par la tourbe provenant des terres environnantes. Au-delà d'une centaine de mètres de profondeur, l'obscurité est presque totale. Autrement dit, si quelque chose vit dans ces profondeurs, il évolue dans un monde que nous sommes presque incapables d'observer. Le lac se trouve également le long de la faille géologique du Great Glen, une immense cicatrice traversant les paysages écossais. Pendant des périodes de temps presque inimaginables, cette fracture a lentement déplacé le nord et le sud de l'Écosse, l'un par rapport à l'autre. Le Loch Ness n'est donc pas seulement profond et sombre, il se situe dans un paysage qui semble lui-même avoir été déchiré. Une créature pourrait passer des décennies là-dessous, peut-être davantage, sans jamais être observé clairement. Et c'est précisément pour cette raison que les récits ont commencé bien avant l'invention des appareils photo, des sonars ou des analyses génétiques. La plupart des gens pensent que la légende de Nessie est née dans les années 1930. En réalité, elle remonte beaucoup plus loin, plus de 15 siècles en arrière. Le premier récit connu nous ramène à l'année 565. À cette époque, un moine irlandais nommé Columba aurait voyagé dans la région. L'histoire fut considérée
consigné environ un siècle plus tard dans sa biographie. Selon ce texte, Colomba rencontra un groupe de personnes près de la rivière Ness alors qu'elles enterraient un homme. On lui expliqua qu'une créature dangereuse vivant dans l'eau avait attaqué et tué cet homme. Colomba aurait alors demandé à l'un de ses compagnons de traverser la rivière à la nage. Lorsque celui-ci s'avança dans l'eau, la créature serait apparue et se serait dirigée vers lui. À cet instant, raconte la légende, Colomba fit le signe de croix et ordonna à la créature de reculer et, selon le récit, elle obéit. Que cette histoire soit vraie ou non importe finalement assez peu, l'essentiel est ailleurs. Il y a plus de 13 siècles déjà, les habitants associaient ces eaux à une créature mystérieuse et dangereuse. La légende moderne n'a donc jamais été le commencement, elle n'est que la continuation d'une histoire beaucoup plus ancienne. Pendant des siècles, ces récits sont restés des légendes locales, ils étaient racontés, embellis, transmis de génération en génération sans jamais disparaître complètement. Puis quelque chose s'est produit, quelque chose qui allait tout changer, pas la créature, pas le lac, mais les êtres humains. En 1933, la route A82 longeant la rive nord du Loch Ness fut achevée. Pour la première fois, les visiteurs pouvaient parcourir presque toute la longueur du lac en voiture tout en profitant d'une vue dégagée sur ses eaux. Soudain, ce ne furent de plus seulement les habitants de la région qui observaient dans le lac, le monde entier pouvait désormais le regarder. En avril de cette même année, un couple nommé Aldi et John Mackay circulaient sur cette nouvelle route lorsqu'ils remarquèrent quelque chose d'étrange à la surface de l'eau. Ils décrivirent une grande créature qui semblait rouler et plonger dans le lac. Impressionnés par ce qu'ils avaient vu, ils rapportèrent leur observation à un homme du nom d'Alex Campbell. Campbell travaillait comme gardien des eaux et collaborait également avec un journal local. Lorsqu'il publia le récit, il utilisa un mot qui allait tout changer, monstre. Avec ce simple terme, l'histoire moderne de Nessie venait de naître. En l'espace de quelques mois, les journaux du monde entier parlaient du Loch Ness. Les touristes affluaient dans la région. Tout le monde voulait être celui qui apporterait la preuve définitive. Tout le monde voulait voir le monstre, puis vint la photographie. L'image qui allait devenir pendant des décennies le visage même de la légende. En 1934, un journal publia un cliché prétendument pris par un médecin londonien. La photographie montrait un long cou surmonté d'une petite tête émergeant de l'eau. Des millions de personnes virent cette image, des millions y crurent. Pour beaucoup, l'affaire semblait désormais réglée. Nessie existait. La photographie fit le tour du monde et façonna pendant des décennies l'image que chacun se faisait du monstre. Mais l'histoire allait prendre une tournure inattendue. De nombreuses années plus tard, en 1994, la vérité finit par éclater. Un homme nommé Christian Sperling avoua peu avant sa mort que cette célèbre photographie était un faux. Pas de créature préhistorique, pas d'animal inconnu, simplement un petit modèle réduit équipé d'un faux cou soigneusement fabriqué. L'image la plus célèbre de toute la cryptozoologie n'était rien d'autre qu'une supercherie minutieusement préparée. Pour beaucoup, l'histoire aurait dû s'arrêter là, mais c'est exactement l'inverse qui se produisit, car même lorsque la preuve la plus célèbre s'effondra, la fascination demeura, peut-être même plus forte qu'auparavant. Alors que certains considéraient cette révélation comme la fin du mystère, d'autres devinrent encore plus déterminés à découvrir la vérité. Parmi eux se trouvait Steve Feltham. En 1991, il prit une décision que la plupart des gens jugeraient impensable. Il vendit sa maison, il quitta son emploi, il abandonna la vie qu'il connaissait. Puis, il s'installa directement sur les rives du Loch Ness. Son objectif était aussi simple qu'extraordinaire, observer le lac chaque jour jusqu'à comprendre ce qui s'y cachait réellement. Les jours devinrent des semaines, les semaines devinrent des mois, les mois devinrent des années. Mais Steve resta pendant que d'autres chercheurs arrivaient puis repartaient, pendant que les équipes de télévision remballaient leur matériel avant de disparaître. Lui continuait à surveiller les eaux, année après année. Finalement, il avait passé plus de temps à observer le Loch Ness que n'importe quel autre être humain de l'histoire moderne. Pendant plus de 3 décennies, il étudia chaque vague, chaque mouvement et chaque ombre inhabituelle.
Cette persévérance exceptionnelle lui valut même une inscription dans le livre Guinness des records. Pourtant, malgré toutes ces années de recherche, lui non plus ne parvint jamais à démontrer de manière définitive ce qu'il avait vu. Et c'était précisément là le problème. Pendant près de 90 ans, les gens avaient cherché des réponses. Mais chaque enquête ne faisait qu'engendrer de nouvelles questions. L'un des chercheurs les plus célèbres fut Tim Densdale, ingénieur aéronautique de formation. Il était au départ profondément sceptique. Lorsqu'il entendit parler des histoires du Loch Ness pour la première fois, il les considéra comme absurdes. Mais quelque chose continuait de le hanter. En 1960, alors qu'il se trouvait sur une colline dominant le lac, il remarqua soudain un mouvement. Devant lui, une forme sombre glissait à travers l'eau. Il filma la scène. Plus tard, les images furent analysées par des spécialistes habitués à examiner des films de reconnaissance militaire. Leur conclusion était remarquable. L'objet pouvait être vivant, pas avec certitude, pas de manière prouvée, mais c'était une possibilité. Pour Dinsdale, cela suffisait. À partir de ce jour, il consacra une grande partie de sa vie à la recherche d'une réponse définitive. Mais cette réponse ne vint jamais. Puis, un autre nom entra dans la légende. Robert Reinige, avocat américain spécialisé dans les brevets, inventeur et expert en sonar. Il disposait d'équipements à la pointe de la technologie et était convaincu que la science finirait par résoudre le mystère. Dans les années 1970, son équipe publia une photographie sous-marine. L'image semblait montrer une grande nageoire en forme de losange. La photographie fit immédiatement les gros titres dans le monde entier. Pour certains, il s'agissait de l'indice le plus solide jamais obtenu. Pour d'autres, ce n'était qu'un exemple de traitement d'image excessif. Le débat se poursuivit pendant des décennies et jusqu'à la fin de sa vie, Robert Rines resta persuadé qu'une créature extraordinaire vivait dans le lac. Les recherches devenaient de plus en plus vastes, de plus en plus coûteuses, de plus en plus technologiques. Puis eut lieu l'une des enquêtes les plus ambitieuses jamais organisées. En 1987 fut lancée l'opération Deep Scan. 24 bateaux traversèrent le lac en formation. Leurs systèmes sonars balayèrent presque chaque profondeur du bassin. Il s'agissait de la plus grande recherche coordonnée jamais menée dans l'histoire du Loch Ness et, effectivement, plusieurs grands objets furent détectés, profondément sous la surface, en mouvement, mais personne ne put expliquer ce qu'ils étaient. Aucune photographie, aucun échantillon, aucune preuve définitive, uniquement des signaux, d'étranges signaux. Une fois encore, la vérité semblait à portée de main, et une fois encore, elle disparut. Des années plus tard, la BBC tenta elle aussi de résoudre définitivement l'énigme. Grâce à des systèmes sonars modernes, l'ensemble du lac fut examiné méthodiquement. Des centaines de faisceaux sonars analysèrent les masses d'eau. Lorsque l'étude fut terminée, la conclusion paraissait claire. Aucun grand animal inconnu n'avait été détecté. Pour de nombreux scientifiques, l'affaire était close, mais pour d'autres, une nouvelle idée commençait précisément à émerger. Peut-être que tout le monde cherchait au mauvais endroit, car chaque expédition avait tenté de trouver un monstre, chaque caméra était partie à la chasse d'une créature, chaque sonar recherchait un corps, mais personne n'avait demandé au lac lui-même quels êtres vivants y habitaient réellement. Et c'est là qu'apparut une idée capable de tout changer, une idée qui ne venait pas d'Écosse, ni même d'Europe, mais de l'autre côté du monde. Un scientifique néo-zélandais se posa alors une question étonnamment simple. Et si l'on n'avait pas besoin de chercher le monstre lui-même? Et si l'eau avait déjà conservé la réponse? Ce scientifique s'appelait Neil Gemmell. Ce n'était pas un chasseur de monstres. Il n'écrivait pas de livres sur des créatures mystérieuses et ne passait pas ses journées à analyser des photographies floues. C'était un généticien, et c'est précisément pour cette raison qu'il aborda toute l'énigme sous un angle totalement différent. Alors que les autres recherchaient des têtes, des coups ou d'immenses dames silhouettes, lui s'intéressait à quelque chose d'infiniment plus petit. L'ADN. Chaque être vivant laisse constamment derrière lui de minuscules traces de son existence. Des cellules de peau, du mucus, des excréments, des fragments microscopiques de matériel génétique sont continuellement libérés dans l'environnement. Dans l'eau, ces traces s'accumulent. Et grâce aux technologies modernes, les scientifiques peuvent désormais les analyser. Cette méthode est appelée ADN
N environnemental ou EDNA. L'idée paraît presque incroyable. Il n'est pas nécessaire de voir un animal, il n'est pas nécessaire de le photographier, il n'est pas nécessaire de le capturer. S'il vit dans un milieu et y perd des cellules, il laisse des indices génétiques et ce sont précisément ces indices que Gemmel voulait trouver. Son raisonnement était d'une simplicité déconcertante. Si un immense animal inconnu se cachait réellement dans le Loch Ness, son ADN devrait forcément apparaître quelque part dans l'eau. Si un monstre existait, il devait laisser des traces génétiques. Et si aucune trace n'était présente, alors il faudrait peut-être repenser toute l'histoire depuis le début. En juin 2018, le projet fut lancé. L'équipe préleva des échantillons d'eau dans toutes les zones du lac, à la surface, à moyenne profondeur et dans les régions obscures proches du fond. Au total, 250 échantillons furent collectés, puis ils furent transportés à l'autre bout du monde, jusqu'en Nouvelle-Zélande. C'est là que commença la véritable enquête. Tandis que des machines de séquençage ultramodernes analysaient des milliards de fragments d'ODIN, Steve Feltham continuait de surveiller le lac jour après jour. Comme il l'avait toujours fait, depuis 27 ans, il observait ses eaux. Pour la première fois, le lac allait lui-même révéler ce qui se cachait réellement dans ses profondeurs. Les mois passèrent, puis les résultats arrivèrent. En septembre 2019, l'analyse fut rendue publique et le monde attendit la réponse. Y avait-il là-dessous un reptile préhistorique, un prédateur inconnu, une espèce jamais observée par la science? Les résultats furent sans équivoque. Aucune trace d'un plésiosaure, aucune preuve génétique d'un gigantesque reptile, aucune espèce inconnue, aucune créature mystérieuse absente des bases de données scientifiques. Chaque séquence ADN identifiée correspondait à des organismes déjà connus. À première vue, cela ressemblait à la fin définitive de l'histoire. Mais les chercheurs remarquèrent alors quelque chose d'inattendu, quelque chose qui revenait sans cesse dans les données, partout, à toutes les profondeurs, dans toutes les régions du lac, des anguilles européennes. Leur ADN était presque omniprésent et dans des quantités bien supérieures à ce que les scientifiques avaient anticipé. Plus les données étaient étudiées, plus l'image devenait claire. Le Loch Ness abritait une population remarquablement importante d'anguilles européennes. Une question surgit alors immédiatement. Pourquoi cela serait-il important ? Parce que les anguilles correspondent étonnamment bien à de nombreuses descriptions classiques de Nessie. Elles possèdent un corps long et mince. Elles se déplacent selon des ondulations fluides. Lorsqu'elles nagent près de la surface, elles peuvent, vues de loin, paraître totalement différentes de ce qu'elles sont réellement. Un témoin ne voit peut-être pas un poisson, il voit un long corps sombre, un mouvement inhabituel, une silhouette mystérieuse, et soudain naît l'idée d'un monstre, mais il y avait un problème, un très gros problème. La plupart des témoignages décrivent une créature mesurant plusieurs mètres de long. Certains récits évoquent même des tailles bien supérieures. Or, les anguilles européennes ordinaires n'atteignent pas de telles dimensions. Même les spécimens exceptionnellement grands restent nettement plus petits. Si les anguilles représentaient l'explication, quelque chose d'autre devait donc entrer en jeu, et c'est précisément à ce moment qu'apparut une histoire presque aussi incroyable que la légende de Nessie elle-même, l'histoire d'une seule anguille, d'un animal qui vécut plus longtemps que certaines carrières humaines et dont l'existence ouvrit soudain une possibilité entièrement nouvelle. L'histoire ne commence pas en Écosse. Elle commence dans un petit village suédois. En 1859, un jeune garçon plaça une jeune anguille européenne dans le puits de sa famille. L'idée était simple, l'anguille devait manger les larves d'insectes et contribuer à maintenir l'eau propre. Personne n'y accorda une attention particulière. Ce n'était qu'un petit poisson dans un puits sombre, mais quelque chose d'extraordinaire se produisit. L'anguille ne disparut pas, elle ne mourut pas, elle resta. Année après année, elle continua à vivre dans les eaux froides
froide du puits. La famille finit par lui donner un nom, Hall. Avec le temps, l'anguille devint une véritable légende locale. Les enfants grandirent, les adultes vieillissaient, les générations se succédèrent, mais Hall continuait à vivre. Elle traversa des crises politiques, elle traversa des révolutions technologiques, elle survécut même à 2 guerres mondiales. Alors que des pays entiers changeaient, la même anguille nageait toujours dans son puits. Ce n'est qu'en 2014 que l'animal mourut finalement. À ce moment-là, il avait vécu environ 155 ans, une seule anguille, plus d'un siècle et demi d'existence. Pour les scientifiques, il s'agissait d'un exemple remarquable de la longévité que ces animaux peuvent atteindre dans des conditions favorables. Et c'est ici que le lien avec le Loch Ness devient intéressant, car à certains égards, les conditions du lac ressemblent à celles de ce puits, une eau froide, une obscurité permanente, un environnement protégé, mais à une échelle gigantesque. Le Loch Ness contient des centaines de millions de mètres cubes d'eau, des profondeurs qui ne voient presque jamais la lumière du soleil, des refuges pratiquement inaccessibles et une source de nourriture relativement constante grâce à la présence de poissons comme les saumons et les truites. Si une anguille peut vivre exceptionnellement longtemps dans de telles conditions, pourrait-elle continuer à grandir pendant des décennies? Naturellement, pas indéfiniment, mais peut-être beaucoup plus que ce que l'on observe habituellement. C'est cette possibilité qui éveilla la curiosité des chercheurs, non pas parce qu'ils croyaient soudain aux monstres, mais parce que les données révélaient une population d'anguilles inhabituelle et parce que personne ne savait réellement quelle taille pouvaient atteindre certains individus dans un environnement aussi immense. Imagine une jeune anguille arrivant dans le Loch Ness à la fin du 19e siècle. Elle trouve refuge dans les profondeurs, elle échappe aux prédateurs, elle dispose d'une nourriture suffisante, les températures trop froides ralentissent son métabolisme, les décennies passent, l'anguille continue à vivre et continue lentement à grandir. Personne ne la voit, personne ne la capture, personne ne la mesure. Pendant que des générations entières se succèdent à la surface, elle passe toute son existence dans l'obscurité. Est-ce une preuve de l'existence d'une anguille géante? Non, absolument pas. Et c'est précisément ici qu'il faut rester prudent. L'analyse ADN a simplement démontré qu'il existait de nombreuses anguilles dans le lac. Elle ne permettait pas de déterminer leur taille. La même signature génétique apparaîtrait si 1 million d'anguilles ordinaires vivaient dans le Loch Ness. Elle apparaîtrait également si quelques spécimens exceptionnellement grands y existaient. La méthode révèle l'espèce, pas les dimensions. À ce jour, aucune anguille géante n'a été capturée dans le Loch Ness. Aucune photographie incontestable n'existe. Aucun corps n'a été retrouvé. Aucune mesure scientifique n'a confirmé une taille extraordinaire. Et pourtant, l'idée demeure fascinante.